s'est développé autour des carrières d'extraction. Vous allez me faire faire un petit tour du propriétaire et me faire visiter votre Home Sweet Home? Oui, avec plaisir. Bon, avant ça, on a suivi votre conseil et nous sommes allés faire un petit tour pas très loin d'ici. Nous sommes allés à Saint-Cyr-en-Bourg, aux carrières Lucé, pour tout savoir, justement, dans ce mini-reportage, sur l'extraction de ce précieux tuffeau. La pierre de tuffeau est exploitée dans nos régions depuis à peu près le Moyen-Âge. Et elle a été exploitée pour le bâtiment, la construction. Au fur et à mesure des siècles, l'exploitation du tuffeau a augmenté pour arriver à son summum au 19e, où là, nous étions presque sur un process industriel. Nous avions énormément d'exploitation sur le Saumurois, mais plus largement l'Anjou et la Touraine. Le gisement est a priori, on va dire, intarissable à l'échelle humaine, puisque la zone correspond à toute une région. On doit pouvoir en extraire pour quelques milliers d'années encore. Alors voilà, là on est dans la cuisine. Et avant ici, c'était notre première salle de bain. En fait, pour donner de la lumière, on a cassé, on a aménagé une porte. Et là, voilà. Là, c'est THE salle de bain, c'est énorme. La salle de bain. Immense. Alors, c'était une ancienne étable. Et ici, on a c'est une cuve à vin qu'on a percée pour faire une douche. Ah, c'est génial. Tout ça, ça fait la cuve. Oui, oui, oui. C'est incroyable. Hein. On est vraiment dans la roche, là. Les troglos, je suis tombé dedans, j'avais 16 ans. Oui. J'ai fait de la spéléo et c'est peut-être de là que vient mon intérêt pour le monde souterrain. Alors voilà, là on arrive dans la salle cathédrale, là on est vraiment au cœur de la roche. Ah, avec un puits, voilà, vers un puits de lumière. Le ciel. Ouais. Donc avant, ici, c'était d'abord des carrières d'extraction. Ensuite, ça a été investi pour le vignoble. Cet endroit nous a plu, on l'a appelé la cathédrale parce que c'est une salle un peu cathédrale. Vous n'y faites pas d'office, hein? Non, pas exactement des offices, mais on a un projet depuis un certain nombre d'années qui est en train petit à petit de prendre corps, c'est d'ouvrir l'espace au public pour faire des expositions, pour faire des petits concerts. Ah ouais, ce serait des génial. Petits événements. Finalement, j'aime bien le monde des troglos, tellement d'ailleurs qu'on va y rester pour le prochain reportage que je vous propose. Il s'agit d'aller faire un tour dans l'atelier de Richard Rack, que vous connaissez certainement, oui, très bien, qui est Richard, un voisin aussi du Saumurois. Oui, c'est un artiste, vous allez voir, qui cultive la poésie et qui aime ce monde des troglos. Pour preuve, non seulement il y vit, mais il y travaille. Hein. Voilà. Bon, on s'en va à nous, hein, des fois qu'on semble des secousses sismiques. Richard Rack travaille et expose ses œuvres au manoir de la Caillère depuis 20 ans. Son imaginaire artistique oscille entre ordre et chaos, lumière et obscurité, monde du dessus et monde du dessous. Pour lui, la création passe d'abord par l'accumulation. Je pense qu'il y a peut-être une part de Castor. Moi, je suis plutôt un constructeur, donc j'accumule beaucoup depuis longtemps et j'ai besoin de matière, en fait, pour me rassurer d'abord et puis pour empiler, quoi, en fait. C'est une manie, ouais. Et après, je peux commencer à envisager de les organiser et leur faire raconter une histoire, mais au départ, j'ai besoin de leur présence, quoi. Là-bas, une accumulation de sachets de thé, tout bêtement, petit déjeuner, c'est venu comme ça, un pliage, en pressant un petit peu, tiens, le premier, ensuite le lendemain le deuxième, au bout d'une semaine, 7, tiens. C'est devenu des petites cargaisons mystérieuses sur des bateaux, des petits bateaux miniatures, que j'ai mis en scène dans une pièce qui s'appelle Chambre mystérieuse, et qui peut évoquer les colonies, les comptoirs lointains, 19e,
les épices ou les choses rares et précieuses qu'on ramenait. Et les histoires que Richard écrit à partir de ces petits riens, c'est Monique, son épouse, qui les raconte dans la partie galerie du manoir troglodytique. Richard a besoin d'habiter dans un endroit où il rêve. Et là, manifestement, il continue à rêver parce que le tuffeau, c'est aussi une mer, pour lui, c'est une mer figée. Et pour Richard, marcher dans les caves, c'est comme marcher dans une mer figée. Et il a besoin d'être dans un endroit où il rêve, toujours, pour pouvoir refaire le monde à sa manière, en étant un observateur attentif et en même temps aussi lucide sur lui-même. Voilà. Deuxième étape, l'écriture, la copie, voire la litanie incantatoire. C'est un code en fait, l'écrit, donc peu importe ce que ça raconte, c'est pas trop grave, mais c'est surtout ça exprime une volonté quoi, de communiquer. Donc après, c'est ce geste-là qui m'intéresse dans l'écrit. Au milieu de tout ça, j'essaie de me dépatouiller. Alors quand j'arrive pas bien, donc je froisse, je déchire, je recommence. Ou alors c'est la punition, comme à l'école, je me coltine quelques lignes à longueur de soirée pour, voilà, comme pénitence. Dernière étape, l'humour, l'ironie et parfois une toute petite pointe de sarcasme. Dans le travail de Richard, la dérision et la distance est vraiment très importante. Pour lui, c'est une question de survie. Se moquer d'abord de lui-même, pour lui, c'est vraiment une manière de se tenir debout. Se tenir debout et regarder l'humanité en marche, c'est le propos de La Promenade des Anglais, une œuvre que Richard Racq a commencée il y a plusieurs années et qu'il complète au fil du temps. C'est un petit peu triste au départ, c'est un petit peu grinçant. C'est l'humanité en fait qui marche dans ce grand sens unique qu'est l'existence. Donc j'essaie de mettre un peu de dérision pour que la pilule passe plus facilement. C'est la pierre du Saumurois, hein, le tuffeau. Alors ça, c'est du vrai tuffeau. Alors ça, c'est un tuffeau de récupération que j'ai, et je dois le réemployer. Par contre, la dimension ne me convient pas. Il faut que je le retaille. D'accord. Vous êtes tailleur de pierre depuis toujours, hein? Oui, je suis tailleur de pierre depuis, à mon compte depuis 1966. Et auparavant, je travaillais chez mon père qui était tailleur de pierre aussi depuis 1934 ou 35. On est tailleur de pierre depuis le siècle dernier, le 19e siècle. Ah, c'est génial votre truc, hein. Alors là, ça c'est un marteau. Ah ouais, moi j'ai pas l'habitude de les voir comme ça, les marteaux. Il est drôle votre geste, c'est précis, hein. J'apprécie d'ailleurs, ayant ma petite main sur votre pierre là. Ça s'appelle le layage. L'épaisseur de la suie, vous voyez. On est en 2013 et les outils ont encore un petit goût du passé quand même. Oui, c'est du bois, ce sont des matériaux qui sont assez anciens quand même. Oui, parce qu'actuellement, les jeunes travaillent avec des tronçonneuses, avec des ponceuses. Quand ils font le même travail que vous, ils travaillent avec des tronçonneuses. Ah oui, hein. Donc vous travaillez à l'ancienne alors, vous? Alors moi, je travaille à l'ancienne. D'accord. Mais les jeunes, eux, ils ont des goûts modernes. Moi, j'aime pas ça parce que ça fait du bruit. Ouais. Ça fait de la poussière. Ça va plus vite? Ah, ça va plus Leurs vite. outils vont plus vite? Leurs outils vont plus vite. Ouais, vous avez le temps, vous? Ben oui. Alors ça, c'est un dévorant, parce qu'il gratte la pierre. Et ça, c'est un polissoir. Hein. Ah, c'est horrible, votre truc! C'est enfin... Vous disiez quoi? Rien. Mais on s'entend pas, moi. C'est super grand ici. Oui, c'est assez impressionnant. Faites attention à votre tête parce que Ah bah ouais, mais moi je suis pas grande. Le linteau, hein. il est en pierre, là il faut se baisser ici. Hein, parce que... de pas beaucoup, moi. Hein.
Là, tout ce qu'on voit ici, dans ce hall d'expo, c'est vous qui avez taillé? C'est moi qui ai taillé. On va aller faire un petit tour, on va sortir de ce lieu absolument improbable, hein. Autant le lieu d'ailleurs que vos œuvres, hein, pour aller faire un petit tour en traîneau. Et on n'a pas besoin d'avoir un peu de neige avec ce mocheur, puisqu'il travaille, vous allez le voir, sur les plaines du Layon avec ses chiens. Eh bien, allons faire un tour en traîneau. C'est ça, un petit tour en traîneau. J'ai toujours été attiré par ces chiens, tout petit, mais mes parents ne voulaient pas. Et le jour où j'ai pu en avoir un, quand j'ai eu mon premier appartement, j'ai eu mon premier chien. Et depuis, j'ai cette passion qui a grandi, et je suis arrivé à 9 chiens aujourd'hui. Dolly, à droite. Allez, hop, hop, hop. Voilà. Et gauche tout de suite. Ce sont des chiens qui sont très proches de l'homme, des chiens qui sont très attachants, qui ont besoin d'amour et surtout un grand besoin d'espace. C'est des chiens sur qui on peut compter. Mais Jérôme aura dû composer avec les siens. En avril 2011, il est licencié. Sa petite famille est installée à Chaux-de-Fonds sur les Yons. Difficile de s'expatrier avec tout son monde dans le Vercors ou le Jura. Le musher veut allier passion et travail. Jérôme rebondit grâce au soutien de sa femme. Au début, j'ai eu peur parce qu'on ne va pas se leurrer. Au jour d'aujourd'hui, c'est très dur. Donc, j'ai eu un peu de réticence, mais bon, si on n'essaye pas, on ne saura pas. Donc, je lui ai dit, allez, vas-y, fonce. Il y a toujours des moments de doute. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais avoir du monde? Est-ce que je vais avoir assez de rentrée d'argent pour pouvoir nourrir tout le monde, la famille, les chiens, racheter du matériel? Mais bon, c'est un état d'esprit, c'est une façon de vivre. Ah oui, très belle découverte, très bonne sensation. Ils sont obéissants, ils sont à l'écoute et puis on voit bien qu'avec leur maître, ils sont vraiment proches et ils sont liés quoi, parce que du coup, nous on est assis, on est obligé de, on les suit quoi, donc c'est vrai que c'est super bien. 80% des courses de chiens de traîneau se déroulent sur terre, le reste seulement sur la neige. Alors entre la forêt de Beaulieu sur les Yons et la vallée de Rochefort-sur-Loire, Jérôme n'a que l'embarras du choix. Il propose encore d'autres services comme la cani-trottinette avec 1 ou 2 chiens. Les parcours sont adaptés et diversifiés. Je trouve tout mon bonheur. Il y a des sentiers, on peut faire des kilomètres et des kilomètres. C'est vrai que c'est du chien qui est fait pour tirer un traîneau en neige, mais il s'adapte très bien aussi hors neige sur terre. J'ai vraiment ici de quoi faire travailler mes chiens et de les rendre heureux. Voilà, c'est bien. La meute ne se fait guère prier pour aller cavaler et entraîner du monde derrière elle. Alors, est-ce qu'ils sont prêts à accueillir ces champignons, Jackie? Certains, Certains, oui. C'est quoi la bonne taille, hein? Alors la bonne taille, c'est à peu près ça. Ça, c'est le bon calibre, hein? Voilà, tu vois comme ça. D'accord. Oh, ils sont beaux, ils sont pour forme très, parfaite. très hein. beaux. Ouais. On est complètement dans le noir total. Là. Il n'y aurait pas nos petites loupiottes. En fait, il fait vraiment archi noir. Hein. Alors ce champignon, c'est un être à part. Ouais, ça, je confirme. Hein. Il n'a pas besoin de lumière. Rien. Non, c'est ce qu'on appelle dépourvu de chlorophylle. De l'eau alors? Il a besoin d'un peu d'eau. Et elle vient d'où cette eau? Alors l'eau, elle vient de l'ambiance de la cave. Ici, il y a beaucoup d'humidité. On l'entend. L'humidité. Tu entends l'humidité? Oui, j'entends l'humidité. J'entendrais plutôt les champignons pousser, moi. C'est vrai, vous dites ça quand vous rentrez? C'est vrai, ça m'arrive d'entendre des champignons pousser. Ça fait quoi comme bruit le champignon qui pousse? Écoute. Écoute. Crac. Oui. Ça fait crac. Ça fait crac, ça craque. Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de culture de champignons ici, à Puy-Notre-Dame? C'est pas juste parce qu'il y avait le train qui passait. C'est surtout parce qu'on a 120 km de galeries souterraines dans notre village. Mmh. Et que ces champignonistes parisiens sont arrivés à la fin du 19e siècle dans le Saumurois.
Saumur, capitale du cheval. Ouais. On y prenait le fumier de cheval, on avait la paille de blé tout autour. Il pousse sur quoi? Sur du fumier de cheval, justement? Fumier de cheval et paille de blé, de l'eau, 3 éléments indissociables, mélangés pendant 3 semaines environ, pour en faire un compost, pour en faire une matière dégradée, une nourriture pour le champignon. Et comme le champignon, en fait, il voit jamais le jour, jamais la lumière, il n'y a pas de saison, le champignon pousse toute l'année. Il n'y a pas de saison, je cultive le champignon du 1er janvier au 31 décembre. On va rester un petit peu sous terre. On va faire un tour à l'aquarium de Touraine. C'est merveilleux. Et ouais, alors déjà que Quelle les champignons chance. n'ont plus aucun secret pour nous, maintenant ça va être les silures, les lamproies, tout ça, qui n'auront presque plus de secret pour nous. Allez, Chine. Chine. On croquait dans le champignon, ça se dit ça? Pour observer les poissons de Loire, on peut se promener le long des berges et attendre patiemment. On peut aussi plonger dans les eaux de l'aquarium de Touraine. On reconnaîtra les truites et les saumons. On découvrira les ombres, appelées aussi Timallus timallus, pour leur délicate saveur de thym, et les perches soleil. Et puis on mettra enfin une tête sur les poissons qui alimentent nos fantasmes. Commençons par le silure. Le silure a été décrit comme étant le monstre de Loire. Pourquoi? Parce que c'est effectivement un poisson qui n'est pas très joli, qu'on ne voit pas ou quasiment pas, puisqu'il vit la nuit dans des eaux assez troubles. C'est un poisson qui est un grand prédateur, capable de manger des ragondins, des canards, des poissons, toute proie qui pourra rentrer dans sa bouche, qui est assez énorme, qui est capable de projeter en avant pour gober ses proies. Dans les faits, c'est pas un monstre, c'est-à-dire qu'à le côtoyer, on se rend compte que c'est un animal craintif. C'est un poisson qui, ici, atteint 2,50 m pour près de 100 kg. Et un individu de cette taille-là a été pêché sous le pont d'Amboise, dans 80 cm d'eau. Poisson serpentiforme, l'anguille attend elle aussi le crépuscule pour se nourrir. Un dernier frisson avec la lamproie, qui suce entièrement le sang de ses proies. Ici, on est devant des carpes qu'on appelle les carpes koi, qui sont des carpes sélectionnées, qui sont des carpes japonaises. Et ces carpes-là sont exactement les mêmes que les carpes qu'on va trouver dans la rivière. C'est exactement la même espèce. Alors il faut savoir que ces carpes-là, la carpe commune qu'on trouve par chez nous, est une carpe qui vient d'Asie aussi, qui a été importée en Europe et dont le territoire a été développé par les moines qui se chargeaient de la pisciculture en créant des étangs. Alors ils déplaçaient les carpes dans les charrettes en mettant une couche de carpe, une couche de paille humide, une couche de carpe, une couche de paille humide. Alors on remarque que les poissons sont des animaux qui sont aquatiques, strictement aquatiques, et comme ils vivent dans l'eau, leur œil ne se dessèche pas. Ils n'ont donc pas besoin d'avoir une paupière. Quand un animal n'a pas de paupière, il génère assez peu d'empathie de la part de l'homme, et de ce fait, les poissons sont souvent extrêmement maltraités. Quand on pêche des thons qui ont 20 ans d'âge, qu'on les gaffe avec une pièce métallique, qu'on leur enfonce dans le dos pour les sortir de l'eau, c'est quelque chose d'assez violent, évidemment. Mais ce n'est pas perçu parce que ce sont des animaux avec un œil qui est perçu comme un œil morne, un œil sans expression. Peut-être est-ce la raison pour laquelle, dans les dessins animés, les poissons ont tous des paupières et de